Bonjour, voici une deuxième vidéo qui va être un petit peu dans la continuité de la première, que je ressens encore le besoin de faire pour moi, pour être hyper honnête avec moi, pour essayer d'aller décortiquer des choses, mais aussi je me dis que ça peut être intéressant. Peut-être que je fasse un espèce de flashback et de retour sur les différentes périodes de ma vie et comment s'est manifestée l'angoisse, l'anxiété et qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'ai paré en fait ces périodes d'angoisse qui a fait que je suis arrivée quand même à m'adapter d'un certain côté à toute la vie, à toutes les activités du quotidien et sur lesquelles aujourd'hui j'ai beaucoup de recul et du coup qui me permet de comprendre beaucoup mieux les mécanismes que j'ai utilisés, que je suis encore en train d'utiliser et que je suis surtout en train de laborieusement déconstruire avec l'aide d'une psychologue avec qui je suis en thérapie. Et puis je voudrais revenir un peu aussi sur la notion de trauma et le lien avec justement toutes ces stratégies mises en place dans le quotidien pour survivre. Et en fait, ça, c'est ce que je travaille en ce moment. Ça m'a aidé, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de comportements que j'avais pu avoir que je ne comprenais pas. Et je me dis que ça peut être intéressant et ça peut peut-être ouvrir les yeux et faire prendre conscience à des personnes qui souriraient de ça ou juste l'entourage comme un peu un signal d'alarme de ok là il y a un truc qui va pas et qui est pas forcément nommable mais qui n'est pas forcément non plus normal et du coup qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on en pense, comment on agit. Donc en fait pour commencer moi j'ai été une enfant sujette au stress. Je pense que j'ai un fond anxieux, c'est comme ça, avec toujours beaucoup de questions existentielles et qui ont commencé assez jeunes. Je le disais dans la première vidéo, moi je remonte à l'école primaire pour vraiment nommer ce qui s'est passé. Je me souviens me poser des questions sur un petit peu le sens de la vie, sur ce pourquoi on était là, pourquoi est-ce qu'on avait une nécessité à aller à l'école et pourquoi on devait souffrir en fait. J'avais vraiment la sensation d'être en souffrance et de ne pas être adapté finalement à ce qu'on nous demandait tout bêtement d'être présent et d'aller bien. Ça pour moi c'était hyper compliqué à comprendre. Je ne sais plus si j'ai réussi à le nommer comme tel, je ne pense pas. En tout cas j'ai été en souffrance et cette souffrance a été vraiment vue par mes parents et notamment par ma maman qui rapidement a, je pense, décelé un mal-être assez intense. En tout cas, elle a jugé bon à cette période-là de prendre un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Donc c'est une personne que je suis allée voir assez longtemps. Je vais pas faire de retour sur cette expérience parce que pour être honnête, je n'ai pas vraiment de souvenirs, mis à part que j'allais le voir régulièrement, que c'était une personne absolument gentille, mais je pense que je n'étais pas dans une démarche volontaire. Ce n'était pas mon souhait au départ d'aller voir cette personne et du coup, il me semble que le travail était assez laborieux et qu'un jour j'ai dit bah c'est bon, tout va bien, on peut arrêter le suivi. Et je pense qu'il a senti que j'étais pas prête en fait à me livrer, pas prête à essayer de changer. Et du coup, on a arrêté le suivi là. Ça a été une première phase de souffrance pour moi, vraiment la période de l'école primaire. En plus, j'étais une enfant qui n'était pas vraiment dans les standards de beauté. Alors, j'en sors aujourd'hui, en tout cas, enfin, je n'ai plus les mêmes prismes et la même vision sur ce que sont les standards de beauté. Mais plus jeune, j'étais plutôt ronde, j'étais pas forcément habillée à la dernière mode, en tout cas les premières années de l'école primaire. Et il y avait un décalage déjà avec les personnes que je côtoyais, les personnes que je pense j'enviais, j'aimais, j'admirais et tout ça. Et donc je me suis créée toute seule, je pense, enfin un espèce de constat, de situation où j'étais pas bien dans ma peau, voilà, ça n'allait pas et je trouvais que c'était assez injuste et donc je souffrais de ça. Et puis est arrivée l'époque du collège où là ça a été quand même un peu mieux au début parce que je suis passée dans un autre environnement. Ça n'empêchait que je ne comprenais toujours pas plus le sens de la vie et que j'étais un peu du genre
à ne pas supporter l'injustice et à défendre, c'était étonnant, mais à défendre des gens qui n'allaient enfin, qui pouvaient être un peu embêtés au collège par d'autres. Et finalement, c'est moi qui me prenais les retours de bâton. Mais j'avais besoin, voilà, j'avais besoin d'aller soutenir, d'aller comprendre, d'aller rectifier ce que je trouvais injuste et tout ça. Donc j'ai grandi, mon corps a beaucoup beaucoup changé. Euh, j'ai été assez le mot est peut-être fort, mais je pense que j'étais désirable aux yeux de certains garçons au collège. Voilà, j'étais assez mature et précoce dans les formes que je pouvais avoir. Et je pense que ça a amené à pas mal de remarques que j'ai pas au départ senties comme agressives ou comme déstabilisantes ou quoi. Et je pense que j'ai juste voilà, mangé ça, ingurgité ça comme c'est normal, c'est les rapports au collège, donc c'est ok. Euh, un bon gros quand même un bon gros problème relationnel notamment avec mon père, voilà, une période d'adolescence où j'étais très très torturée, et je pense que malgré le soutien intense et indéfectible de mes parents et leur amour vraiment sans borne, je pense que mon père était plus étranger à ce qu'il pouvait me mettre dans un tel état, dans une telle souffrance que j'arrivais en fait moi-même pas vraiment à nommer. Mais toujours est-il que ce fond anxieux de ne pas avoir l'impression d'avoir ma place, de ne pas avoir l'impression d'avoir de choses qui m'animent plus que ça me rendait très très nostalgique, vraiment très triste, très dans la comparaison de ce que les autres avaient et ce que moi j'avais et ce que je vivais. Donc voilà, une enfant pas très très épanouie mine de rien, mais ça allait bon an mal an. Et puis est arrivée l'époque du lycée, un peu sur la même veine. Ça allait, je changeais d'environnement encore une fois. J'avais l'impression d'être dans un milieu plus mature. Et je pense que ça m'allait bien. Mais qui avait toujours en moi vraiment quelque chose de tout à fait très sensible d'une part, mais en plus très insécure, quoi, très instable, malgré un cocon familial bienveillant, malgré une stabilité apparente, voilà, il n'y avait rien qui paraissait pouvoir me mettre en danger, mais je ne pouvais pas me détacher de ce sentiment de j'y arrive pas, je trouve pas vraiment ma place, je nouais des relations, j'avais des amis très très proches, mais pour autant j'avais besoin aussi de moments complètement de solitude, où j'étais avec moi, où j'avais mes habitudes, où j'avais mon cocon, et c'est presque le moment où je m'épanouissais le plus, où je ne sentais pas de torture, de danger. Voilà, et il y avait un truc où j'étais assez sereine là-dedans, mais qui n'était pas équilibré puisque c'était contrebalancé par des gros gros moments de doute et de qu'est-ce que je vais faire de ma vie et comment je vais m'en sortir, et voilà. Et ça toujours, j'allais dire, je pense, aux yeux de mes parents qui étaient un peu démunis face à vraiment ce malaise très profond, parce que là j'arrivais à mettre des mots très clairs dessus. À l'époque c'était pas du tout le cas, quoi. C'était vraiment juste, j'étais mon cerveau complètement anéanti par moments par tout ce malaise, par tout ce noir que j'étais en train de broyer et tout ça. Et je pense avec du recul que c'était une crise d'adolescence et de malaise, mais plus intense en fait, parce que qui ne s'est pas vraiment résorbé, qui ne s'est pas régulé. Voilà, c'est un malaise qui est toujours resté, une angoisse qui était lancinante et qui revient de temps en temps. Et puis à la toute fin du lycée, il me semble que c'est à peu près à cette période-là, j'ai vécu un premier vrai gros traumatisme qui a été, posons les mots, une agression sexuelle. Euh, Ça a été soudain, inattendu, et en même temps complètement hors de sens pour moi. Ça ne pouvait pas faire sens. Ce qui s'était passé à ce moment-là, euh, euh, cet événement-là, je ne l'ai pas compris. Mais vraiment. C'est-à-dire que rapidement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans la situation que j'avais vécue. J'ai d'ailleurs pu en parler assez rapidement à ma mère en lui faisant jurer de ne rien dire. Et là, s'il vous plaît, zéro jugement, euh, parce qu'elle a fait ce que je lui avais demandé. Pour ne pas me mettre plus en danger
en fait c'était ce que je pensais, pour ne pas risquer d'aggraver les choses, de mettre en péril la situation qui était déjà très compliquée. Je lui ai demandé de ne rien dire et je me suis dit, c'est bon, c'est passé, je vais gérer. C'est un événement qui a priori m'a chamboulé, mais ça va, c'est ok. Ok, donc on passe sur cet événement-là qui est resté douloureux et surtout qui m'a fait peur très longtemps parce que j'avais une crainte, c'était que la personne qui m'est agressée me retrouve et me demande si j'en avais parlé à quelqu'un, en fait presque me fasse chanter. Voilà, ça a été une crainte qui est... Je pense que ça c'était une crainte qui s'est gravée en moi, qui s'est inscrite en moi, peut-être même plus que l'événement en lui-même. Alors ça paraît étonnant, et ça, je le décrypterai pardon, un petit peu plus tard, justement, parce que c'est ce que je suis en train de comprendre et de travailler en ce moment avec la psychologue. Mais voilà, en tout cas, les peurs qui sont apparues après ont été finalement plus fortes que l'incident sur le moment même, que le viol sur le moment même. Et donc j'ai continué ma vie, j'ai même pris mon autonomie quelques temps après. euh, pour commencer le conservatoire de théâtre et là ça a été je sais pas, ça a été une période extrêmement chouette et extrêmement ambivalente parce que j'accédais enfin à ce que je désirais le plus au monde, c'était faire du théâtre. Euh, Deuxièmement, à prendre mon autonomie, j'allais avoir 18 ans vraiment quelques jours après avoir quitté le domicile et après avoir trouvé mon premier logement. Et c'était voilà, c'était tout ce dont je rêvais et je me suis construit une idée de ça va être une nouvelle page, c'est une nouvelle vie. Tu es quelqu'un d'a priori assez fort pour t'en aller et atteindre ton rêve. Donc là, j'avais l'impression que finalement les angoisses diminuaient peu à peu. Mais en fait, ce dont je n'avais pas, pas conscience et que j'avais pas pris en compte, c'est que rien de ce qui s'était passé avant n'avait été travaillé, n'avait été digéré, n'avait été dit et parlé. Et du coup, j'en suis venue à avoir des peurs, mais tellement envahissantes que j'envahissais ma mère, par exemple, et que je ne pouvais plus vraiment agir normalement dans mon quotidien. C'est-à-dire que euh, je continuais à travailler, à aller au conservatoire, mais tous les moments que j'avais un peu de libre, j'étais en train de cogiter au sens de la vie, à mon malaise, pourquoi c'était si compliqué pour moi alors que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Et sont venues aussi les difficultés à faire des choix, à savoir est-ce que je rentre pas le week-end, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je suis seule, etc. Et en fait, ces moments-là se chevauchaient, mais avec une intensité telle que je ne savais pas vraiment si c'était grave ou pas, j'arrivais pas trop à savoir si c'était normal en fait. Et j'étais quand même très en sursollicitation de ma mère, ça je m'en rends compte, et elle a été extrêmement prévenante, extrêmement présente, comme elle a pu en tout cas pour être dans le soutien. Jusqu'à ce que malheureusement, j'ai envie de dire ce qui devait arriver arriva, c'est que les traumas, enfin le trauma que j'avais vécu entre autres, ce viol a refait complètement surface. En fait, petit à petit, ça a fini par émerger et me submerger et prendre l'entièreté de ma vie et l'entièreté de mon corps, c'est le cas de le dire. Puisque, deuxième petite révélation complètement honnête, j'ai commencé à tomber dans une anorexie extrêmement sévère, extrêmement rapide, extrêmement soudaine elle aussi, comme l'avait été le viol, puisque j'ai décidé, puisque je n'étais pas bien, de me rapprocher de ma famille et de prendre un appartement dans la ville euh, à côté de là où ils habitent et non plus de rester là où il y avait le conservatoire. Et je me suis là créé un premier stratagème pour supporter tout ce malaise qui était devenu complètement insupportable, toutes ces peurs qui étaient devenues beaucoup trop envahissantes.
Et les peurs, c'était être en relation avec d'autres, c'était affronter ce qui m'était arrivé, c'était me sentir assez solide pour faire face au monde extérieur, aux potentielles agressions, au monde du théâtre, parce que c'est quand même un monde qui était assez dur et assez compétitif, mine de rien. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que de focaliser toute mon attention et toute mon énergie sur une chose, et cette chose, ça va être moi, mon physique, ma manière de m'alimenter, et me prouver que je suis capable de prendre ma vie en main et de ne pas me laisser complètement envahir partout. Brillante idée que mon cerveau a eue, euh, mais la seule a priori que j'ai trouvée à ce moment-là pour gérer la situation. J'ai donc décidé de lancer une véritable course contre moi-même, acharnée à le moins de calories possible, le plus de sport possible, voilà, être irréprochable au niveau de l'alimentation. Et ça a nécessité malheureusement de me couper entièrement de tous mes liens sociaux, amicaux, famille, d'arrêter les cours au conservatoire. Alors je continuais de travailler paradoxalement, ça a le droit de vous faire sourire, à McDonald's. Et finalement c'était un exutoire parce que ça me permettait de travailler, de dépenser toujours plus d'énergie et de calories, soyons encore une fois très très honnêtes, et du coup de me sentir une surfemme puisque je résistais à toute la nourriture et toutes les tentations qui étaient omniprésentes, et je voyais mon physique changer. Je ne l'ai pas vu, je pense, changer autant que ce que ma famille l'a vu le jour où j'ai décidé de reprendre contact parce que, eh bien encore une fois, je suis arrivée à bout de ce que je pouvais faire. Donc très rapidement, en quelques mois, j'ai perdu beaucoup de poids, je pourrais plus dire exactement, mais beaucoup. Et donc j'ai pris la décision de retourner au sein de ma famille, ce qui n'a pas été évident honnêtement pour eux. Je pense que ça a été encore plus compliqué que pour moi. Euh, pour essayer de retrouver un semblant de soutien, d'équilibre, de repères, etc. Là, ça a été le début pour moi d'une lutte pour me faire hospitaliser. Voilà, ça a été ma décision. Je voulais pas continuer de sombrer, je voulais pas continuer d'envahir ma famille. Et donc, je vous épargne un petit peu les détails très, très précis. Mais grosso modo, il fallait rentrer dans des cases et je ne rentrais pas dans ces cases parce que je n'étais plus une adolescente, donc c'était pas en pédopsychiatrie. J'étais une adulte, mais dans une situation qui était trop grave pour certains hôpitaux ou en tout cas certaines structures qui ne pouvaient pas m'accueillir sur le plan nutritionnel et santé, et pas assez grave pour d'autres parce que je ne relevais pas d'une urgence. Voilà, donc j'ai mine de rien réussi à rentrer dans un centre. Là, ça a été, comment dire, ça a été un soulagement d'être prise en charge. Parce qu'il y avait toujours dans ma tête des milliards de pensées angoissantes, des milliards de pensées fausses, hein, bien entendu, enfin en tout cas erronées sur ce qu'il fallait que je fasse pour être bien, sur mon mode d'alimentation, sur mes repères. J'avais plus en fait j'avais plus rien de rationnel. Voilà, je n'étais plus dans la rationalité, j'étais juste dans ce que mon cerveau avait mis en place comme stratégie de survie et comme moyen de défense finalement à ces diverses agressions que je ressentais. Et donc je n'avais plus aucun repère. Donc je suis arrivée là, je me suis dit ok, ça va être un cadre qui va me maintenir, qui va me contenir, qui va me réapprendre et qui va me faire redevenir quelqu'un d'autonome, d'adulte et de conscient en fait. Et en fait, ça a été bien plus long que ce que je pensais. Ça a été plusieurs mois de coupure avec ma famille, avec mes amis, plus de contact avec l'extérieur, etc. Et puis c'était en même temps un entourage très complet, c'est-à-dire qu'il y avait des psychiatres, psychologues, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des soignants, des aides-soignants, des animateurs, enfin voilà, c'était quelque chose d'assez intense, d'assez pluridisciplinaire. Ça a duré, je dirais, un an intense,
et enfin 1 an en continu, et puis j'ai remis le pied dehors pour m'essayer à la vie active avec des rechutes, j'y suis retournée, enfin voilà. J'ai été accompagnée très 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 bien sur le plan de la santé mentale, dans le sens où il y a de, une vraie prise en charge de la famille, de la structure familiale, de ce qu'il pouvait y avoir de pas assez sécure pour moi, ou en tout cas euh, qui manquait d'équilibre, retravailler la place que j'avais au sein de cette famille qui était quand même assez prenante. Euh, et en même temps, il fallait soigner l'aspect physique. Donc ça a été une deuxième partie d'hospitalisation, même si bien sûr ça rentrait en compte dans toute la prise en charge dès le début. Mais à un moment donné, les médecins m'ont dit, écoutez, Margot, vous avez l'air très consciente, vous pensez bien, vous réfléchissez bien, c'est ok, vous vous analysez bien. Maintenant, il va falloir arrêter de penser, et il va falloir manger et reprendre du poids pour avoir de l'énergie, sortir, vivre, etc. Je sais pas trop comment j'y suis arrivée. Je suis sortie et là j'ai décidé de reprendre des études en lien, enfin pas du tout en lien avec ce que j'avais fait avant, en me disant encore une fois, ok, c'est une manière de me réinventer, c'est une manière de rebondir, si je vais être une nouvelle personne, avec des nouvelles compétences, ça va le faire. Et en fait, ce que je réalise, c'est qu'en sortant de ce centre, il y a un truc qui n'a pas été soigné, guéri, accompagné, c'est la confiance en moi, c'est l'estime de moi, c'est l'amour de moi, c'est euh, qui je suis vraiment, et est-ce que je peux me faire confiance et où je peux me faire confiance. Parce qu'en fait, au moment où je suis rentrée dans ce centre, j'étais tellement perdue que j'ai fait confiance plus aux gens, je pense, qui m'entouraient, à ce que je pouvais entendre, aux objectifs qu'ils me donnaient, qu'à moi savoir si ça m'allait ou pas et qu'est-ce que j'avais envie de faire par la suite. Je me suis laissée guider comme ça, je suis sortie et n'était donc toujours pas consolidé l'amour de moi. J'ai fait des choix plutôt en me disant de toute façon il faut avancer, que véritablement des choix parce que c'était ce que j'avais envie et ce qui m'allait. Et je passe un petit peu rapidement sur, voilà, sur les choix que j'ai faits, mais en tout cas, je suis arrivée à quand même m'installer dans une ville que j'aimais beaucoup, que j'avais envie de découvrir, dans laquelle j'ai rencontré des gens formidables, exceptionnels. Donc j'étais très très contente. Mais comme je n'étais toujours pas guérie de cette anxiété, de ce stress, de cette non-connaissance de moi, j'ai développé encore d'autres stratégies que sont, je vais être vraiment encore une fois très honnête, n'ayons pas peur de mettre les mots, même si c'est un peu effrayant. J'ai vraiment développé, je pense, une addiction aux relations sexuelles, au besoin au besoin d'avoir une maîtrise là-dessus, un peu comme la nourriture finalement, et d'être celle qui désire, celle qui maîtrise, celle qui dit quand j'en ai envie, quand est-ce que ça s'arrête, avec une incapacité à m'attacher aux gens, une impossibilité à faire confiance et à avoir envie de projeter des choses ou d'être en lien. Et deuxième étape, j'ai développé, je pense, pas une dépendance, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas une relation très troublée à l'alcool. L'alcool me permettait d'être complètement, comment dirais-je, une autre personne au moment où le stress m'envahissait. C'est-à-dire que pour parer déjà le stress que je sentais venir, et alors encore plus quand il y avait du stress, je buvais. Et ça m'a amené, en fait, ces deux choses-là m'ont amené à des choses, enfin à des comportements assez néfastes, hein, mauvais pour moi en tout cas, ben, d'être dans une perpétuelle recherche de relations d'abord sexuelles, pas du tout sentimentales, hein, et une perpétuelle envie d'être à l'extérieur avec des gens, de les côtoyer, mais assez comment dirais-je, futilement presque. Pas, je parle pas de mes amis, hein, je parle vraiment de ce que je faisais pour moi un peu au quotidien presque. Donc c'était pas sain du tout. Et quand j'étais dans mon groupe, dans mes groupes d'amis, c'était pas forcément plus simple parce que je me livrais pas du tout. Je sentais
beaucoup d'inadaptation, beaucoup de décalage, beaucoup de difficultés à être moi face à moi-même, à être moi avec mes désirs, de nommer ce dont j'avais envie, ce qui me faisait peur aussi. Et en fait, tout ça était tellement anxiogène que même dans les moments où j'étais censée être bien, j'étais en panique intérieurement parlant. Et ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable d'être dans une sphère amicale, d'être dans une soirée où je connais les gens, où je les aime, où je sais qu'ils m'aiment aussi en retour, mais d'être complètement scindée quoi, d'être complètement paralysée par la peur et du coup mon cerveau se met en stand-by. Je pense sans trop me tromper, que mon cerveau provoquait comme des coupures en fait. Il disjonctait volontairement pour un peu supporter ce stress parce que sinon j'aurais pu partir, je pense, dans des états, mais je sais pas où, je sais pas jusqu'où et je sais pas comment, mais je pense que ça aurait pu être très très violent. Et donc ça a été un petit peu ma manière d'aborder et de supporter ma vie d'adulte, hein, parce que j'essayais tant bien que mal de travailler quand même, d'avoir des activités à côté, euh, de sortir comme quelqu'un de normal, de paraître comme quelqu'un de normal. Vraiment, j'avais ce leitmotiv en moi de il faut que tu sois normal. La normalité, je ne savais pas ce que c'était, mais comme je ne savais pas ce que je voulais moi, je me basais, je me fixais sur ce que je voyais autour. Et pour moi, les gens autour, ils étaient cool, ils étaient à l'aise, ils étaient détendus, et je prétendais moi être ça, il fallait que je sois ça. Voilà, donc grosso modo, toutes ces stratégies, toutes ces manières de faire m'ont amené à des comportements hyper dangereux. Je me suis retrouvée bien des fois à être beaucoup trop alcoolisée, ou en tout cas à être alcoolisée beaucoup trop régulièrement, à être dans des relations qui n'étaient absolument ni épanouissantes, ni équilibrées, ni rien. Aujourd'hui, je vais pas dire que je regrette, parce qu'en vrai je regrette pas ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui j'en ai conscience. Seulement, je me dis, oh bordel de merde, pardon, si j'avais su ça avant, bah franchement, j'aurais peut-être agi différemment. C'est comme ça. Là où je veux en venir, c'est donc que ces comportements comment dirais-je, installés. J'avais conscience qu'il y avait un truc qui allait pas, puisque j'étais quelqu'un qui cherchait toujours un échappatoire. Il y avait plusieurs manières, c'est-à-dire ça pouvait être de fuir justement, ne pas m'attacher aux gens, ne pas vouloir qu'on s'attache par peur de montrer des failles et des choses que je savais anormales. Et du coup, je pouvais fuir un petit peu du jour au lendemain et voir d'une minute à l'autre une situation dans laquelle j'étais pourtant installée. Mais ça a aussi été la recherche de voyages, d'être constamment dans la recherche d'autre chose. De si je ne suis pas bien là, je serais bien mieux ailleurs. Et du coup, j'ai essayé perpétuellement de changer d'endroit, d'aller en voyage, d'aller en week-end, d'envisager d'autres vies, de rencontrer d'autres personnes, toujours plus de monde. Bon, bah autant dire ça a été une chose un peu vaine, hein. Jusqu'à ce que on arrive il y a quelques années, juste avant le premier confinement, où là, je vis une situation qui est extrêmement douloureuse là où je vis, puisque je vis en colocation, la colocation explose, parce que je suis incapable de faire des choix à ce moment-là, et donc on me demande de faire un choix, et je n'y parviens pas, j'arrive pas à exprimer que ça m'angoisse énormément, et du coup la colocation part en cacahuète et je me dis bon c'est le moment, ça se passe pas bien au boulot, ça se passe pas bien dans ma colocation, ça se passe pas bien dans ma vie, je pars. Je quitte donc tout ce monde normal que je m'étais créé en me disant ben pars vivre d'autres aventures. Donc je pars en Corse en me disant je vais faire du woofing. Voilà, donc un autre mode de vie qui me semblait beaucoup plus en adéquation avec ce que je voulais, mes valeurs, euh, beaucoup moins de pression parce que pas d'obligation de rentabilité, pas d'obligation de travail. Voilà, c'était quelque chose qui m'allait bien mieux. Je quittais la ville, je quittais un environnement qui m'était très très anxiogène pour me retrouver en pleine nature. Et ça a été au départ extrêmement bénéfique, vraiment.
Et puis est arrivé ce que l'on appelle le confinement. Je vais pas rentrer dans les détails de comment j'ai vécu l'affaire. Ce qui est intéressant, c'est de me rendre compte que le confinement, en fait, a encore une fois mis à mal toutes les stratégies, et la stratégie que là j'étais en train de mener, qui me semble être un petit peu plus juste, ou en tout cas un peu plus saine que ce que j'avais fait jusqu'alors, ma stratégie de me dire, bah, pars, mais essaye quelque chose de complètement différent de ce que tu as toujours connu, quelque chose qui t'anime beaucoup plus, euh, de découverte, de lien à la nature, de voilà, de te retrouver avec toi-même, face à toi-même et de comprendre un peu ce fonctionnement et ses angoisses. Et là, on me demande de revenir à une vie, même pas normale, une vie complètement bouleversée, qui demande une réadaptation totale. Mais moi, il faut savoir que j'étais déjà pas adaptée à un truc. Et là, on me demande de tout chambouler pour me remouler, remodeler un truc où bah, plus possibilité de sortir, plus possibilité de, d'avoir des échappatoires en fait. Et moi, je ne fonctionne que comme ça, que dans, ok, trop d'angoisse me paralyse, il faut que je bouge pour échapper à ça. Et là, ça a été une nouvelle descente, pas aux enfers, hein, je vais pas le nommer non plus comme ça, mais en tout cas, ça a été une période où j'ai pas eu le temps de me retrouver moi, j'ai pas eu le temps de nommer ce qui m'angoissait, j'ai pas eu le temps de savoir ce que je voulais, j'ai pas eu le temps de savoir qui j'étais. Et en fait, je me suis retrouvée dans la même situation, je vais faire un parallèle, mais quand je suis rentrée dans cet hôpital, enfin en hospitalisation, je ne savais pas qui j'étais. Du coup, je me suis fiée et j'ai écouté un petit peu les personnes à l'extérieur. Et c'est des personnes extrêmement bienveillantes, extrêmement aimantes, extrêmement soutenantes, tout ce que vous voulez, en hante. Euh, mais ça ne m'a pas permis de savoir si je faisais des choix pour moi. Et donc j'en suis arrivée à me dire, bah ok, peut-être que c'est pas exactement ce que je veux, mais finalement peut-être que c'est pas très grave, peut-être que dans cette situation-là, c'est ça qu'il faut que je vive et voilà. Et on en vient à ce fameux burn-out, à ce fameux changement de vie en arrivant ici, en étant contente de ce nouveau changement de vie, en me disant ça va être une renaissance et tout ça. Mais tout ça n'est toujours pas travaillé, n'est toujours pas réglé. Et donc, ben, j'en viens à ce que je vous ai dit dans la première vidéo, à ne plus avoir de stratégie là pour faire face, puisque j'ai tout donné, tout ce que je pouvais, et que finalement, je me connais toujours pas plus. Et excusez-moi parce que la luminosité a extrêmement baissé, j'espère que c'est pas trop dérangeant. En tout cas voilà, c'est bientôt, je termine bientôt toute cette petite explication sur les différents modes de fonctionnement que j'ai eu. Euh, mais aujourd'hui, là, ce que j'ai travaillé avec la psychologue que j'ai revue, à nouveau il y a quelques jours, c'est vraiment qu'est-ce qui m'amène à fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui m'amène à avoir ces peurs-là, ces moyens de défense, ces stratégies nocives pour moi-même en fait? Parce qu'il y a un truc que je gère pas qui est le stress, qui est la peur de ne pas être adaptée et tout ça. Et en fait, j'ai nommé un truc, c'est que j'ai nommé quelque chose grâce à elle, j'ai compris quelque chose, c'est qu'en effet j'ai vécu des traumas, donc divers traumas, euh, j'ai pas tout évoqué là, hein, ce qui m'avait beaucoup attristé, beaucoup bouleversé, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas tant ce qui arrive au moment du trauma qui est problématique, que la manière dont on va gérer en fait, ce que ça a comme répercussion après nous et comment est-ce qu'on vit ces traumatismes. Et moi, je ne sais pas gérer a priori les traumatismes, ou en tout cas c'est la manière de les gérer, c'est juste je mets un mouchoir dessus, voilà, c'est une espèce d'omerta que je fais pour ben, essayer de survivre et ça génère du stress permanent. Et en fait, la dernière chose que je vais aborder, qui est là que j'ai appris, enfin que j'ai compris avec elle aujourd'hui, voilà, il y a quelques heures, et que je trouve compliqué à admettre, c'est qu'en fait, mon moyen de défense, notre
nos moyens de défense normalement, à chacun individuellement. C'est juste qu'on a différents systèmes dans notre cerveau, certains qui vont se mettre en alerte quand il y a un danger, d'autres qui vont être OK quand il n'y a pas de danger, quand on se sent en sécurité. Et en fait, ces différents systèmes, ils se complètent. Et on les active de manière tout à fait inconsciente, mais surtout de manière équilibrée. C'est-à-dire que dans diverses situations, on va pouvoir avoir à un moment donné un système d'alarme et d'alerte, attention, potentiel danger, mais qui va être régulé, équilibré, si finalement l'environnement est suffisamment sain et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Eh bien moi, ce n'est pas ça. Toutes les peurs dont je parlais, tout ce qui aujourd'hui m'angoisse, alors qu'il n'y a pas lieu d'être angoissé, quand on va chercher du pain, quand je suis avec des amis, quand je suis avec la personne qui partage ma vie, quand je fais des choses a priori sereines, moi je suis tellement bousillée, je le dis avec on est ok, avec du recul, avec j'en rigole, hein, mais mon système d'alerte est tellement brouillé et tellement paralysé qu'en fait c'est comme s'il était systématiquement en train de m'alerter. Voilà, il y avait une image qui m'a beaucoup parlé, c'est comme s'il y avait une alarme incendie qui ne cessait de faire du bruit, de dire attention, attention, il y a des flammes, alors qu'il n'y avait rien. Voilà, c'est mon système d'alerte est défaillant. Et je n'ai plus jamais, en fait, de système qui régule ça, de système qui tranquillise ça. Ce pourquoi, aujourd'hui, je vous annonce que tout m'angoisse. Euh, et la chose que je dois travailler maintenant, c'est réactiver le système de tranquillité, le système d'apaisement et réussir à, pour le coup, faire diminuer tout le système d'alerte, de peur, de contrôle, de panique. Et ça, je ne sais pas, voilà, ça sera sans doute au prochain épisode. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. C'est certainement long, c'est certainement compliqué. A priori, c'est ok, ça peut fonctionner en le retravaillant. Mais voilà, c'était, excusez-moi, un gros pavé, une grosse vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites, beaucoup de choses que j'ai pas dites à des gens que je côtoie, des gens très proches qui peut-être vont le découvrir dans cette vidéo. Je tiens à dire que bien sûr, ce n'est pas des choses que j'ai gardées pour moi pour être malhonnête, loin de là. C'est juste que je me suis vraiment toujours dit que j'allais m'en sortir malgré tout ça. Et en fait, non, puisque je suis dépassée par tout ça, qu'aujourd'hui je ne maîtrise plus rien et qu'il me faut bien admettre que sans en parler, ça ne s'évacuera jamais, sans aller retravailler ces traumas et surtout ce que ça a impacté en moi, ben j'en sortirai pas. Voilà. Je vais faire un dernier petit mot pour dire pardon à toutes les personnes que j'ai peut-être involontairement blessées euh, au courant de toutes ces années, parce que je ne doute pas d'avoir blessé des gens, peut-être seulement parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont été attristés de pas pouvoir m'aider, ou attristés de me voir fuir, ou de me voir être pas très transparente. Et je m'excuse d'avoir fait vivre certainement un enfer à certaines périodes à ma famille, voilà, parce que c'était très compliqué de rentrer en communication avec moi. Euh, voilà, ça n'enlève rien à ce qui s'est passé. Je vais mettre de côté la culpabilité que j'ai ressentie, mais j'avais besoin de le dire. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc nous sommes sur le travail des traumas. Euh, je vais tout faire pour vous dire vraiment le plus sincèrement possible comment j'avance, ce que je fais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est plus long que la dernière fois, mais je crois que c'était hyper important pour mettre les choses à plat, pour partir sur de bonnes bases et pour commencer un vrai travail. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.